Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter ce premier webinaire de la société Imactive 3D. Le sujet sera la microscopie 3D de la cellule à l'organe, comment visualiser et quantifier ce type d'objet biologique. L'enjeu majeur pour les industriels pharmaceutiques, c'est le taux d'attrition dans le développement des médicaments, principalement entre la phase préclinique et la phase clinique. Depuis de nombreuses années, beaucoup de chercheurs travaillent sur des modèles cellulaires 3D de plus en plus complexes pour qu'ils soient prédictifs des tissus humains sains ou pathologiques, avant d'aller évidemment sur les modèles animaux. Pourquoi visualiser en 3D? Lorsque l'on regarde ici une simulation d'une lame, d'une image en coupe de microvascularisation cardiaque, on s'aperçoit que l'information sur ce type d'objet en faisceau et de vaisseau est très différente si on a une coupe transverse des vaisseaux ou si on a une coupe longitudinale. Il est donc très difficile de caractériser cette information et il peut apparaître de grandes ambiguïtés quand on segmente et que l'on reconnaît ce type d'information. L'information 3D, elle, vient nous aider à lever ces ambiguïtés pour être sûr que l'on détecte bien des micro-vaisseaux et pour ensuite caractériser plus finement l'information. Les structures biologiques sont en 3D, donc une image de coupe n'est pas représentative de la forme de ces structures et peut comporter, comme je viens de le dire, des ambiguïtés. Donc il est important de préserver cette information, principalement aussi pour garder la régionalisation lorsque l'on aura à étudier l'efficacité de médicaments ou de molécules sur ces objets 3D. À quelle profondeur la molécule agit et sur quel type de structure. Comment explorer en 3D? Aujourd'hui, à notre disposition de très nombreux systèmes, plus ou moins performants et plus ou moins adaptés à la visualisation 3D. Premièrement, le champ large que tout le monde connaît, très rapide, pas en fin de compte de sectionnement, puisque dans le plan focal ici, et dans l'image qui va être ensuite reconstruite, on va avoir toute l'information focalisée et nette qui vient d'ici, mais aussi toute l'information floue qui est au-dessus du plan focal et en dessous du plan focal. Il n'y a pas de faux blanchiment, car très peu d'énergie, mais une très faible profondeur de pénétration dans les objets. Nous avons ensuite la lumière structurée ou d'autres systèmes qui existent et qui permettent de venir améliorer ce sectionnement. Ici, la lumière structurée avec une projection de grille sur l'objet avec différents angles. Plusieurs images sont prises de chaque grille et ensuite on reconstruit de façon numérique une image qui améliore la profondeur de champ et qui élimine des zones qui ne sont pas nettes. Il en résulte en effet une amélioration du sectionnement, mais quand même une très faible pénétration dans les tissus et un blanchiment qui est très faible là encore, comme le champ large. En confocal et biphoton, des microscopes nettement plus puissants, on travaille ici sur la focalisation du laser et un balayage de tout l'objet. Ça induit une vitesse très lente dans l'acquisition, une profondeur assez faible, 200-300 microns de pénétration, et deux types principaux pour améliorer le sectionnement. Dans le confocal, il s'agit d'un trou, un pinhole, qui va éliminer, au niveau de la réception, toute l'information qui provient de structures qui ne font pas partie du plan focal. Pour le biphoton, le principe est différent. Il s'agit de focaliser sur des structures le laser et l'énergie émise ne sera émise justement que si deux photons viennent la frapper. Le photoblanchiment est donc plus faible dans la partie biphoton qu'en confocal, mais on reste encore sur cet inconvénient. Enfin, la feuille de lumière, un principe complètement différent. Cette fois-ci, la feuille de lumière, le laser est conditionné sous forme de feuille qui traverse l'objet. L'objet vient se déplacer dans le plan focal et la réception se fait perpendiculairement à l'objet. Évidemment, tout de suite, un avantage, c'est qu'ici, on pourra changer l'objectif sans changer la partie laser ni focalisation. Le sectionnement se fait par l'épaisseur de la feuille, et on y reviendra plus précisément après. Et il n'y a pas de photoblanchiment, ou très peu, puisque l'énergie du laser est partagée, on va dire, sur toute la taille de la feuille. Comment explorer en 3D? Encore une fois, voici ici une sorte de frise qui va de la cellule au modèle cellulaire 3D dont je viens de parler et jusqu'aux petits organes de souris, de rats, voire de biopsie humaine si on veut. Et puis, il y a après
plus gros, les animaux et les humains in vivo. En face, on peut venir mettre tous les systèmes d'imagerie que l'on peut trouver. Alors, in vivo, je n'ai pas tout mis, mais on retrouve des gros systèmes permettant de faire des animaux, ou en tout cas des êtres vivants en entier. Mais ce qui peut être intéressant, mais qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. On retrouve ici toute la microscopie de fluorescence, avec le confocal, le biphoton, la lumière structurée, le champ large, qui couvre les besoins de la cellule, grosso modo, jusqu'au début des organes, en faible profondeur. La microscopie de fluorescence à feuille de lumière, par contre, couvre de la cellule jusqu'à tous les organes de cellules ou de souris ou de rats. Et évidemment, en transversal, l'histologie, qui est le gold standard, mais qui est une imagerie 2D avec toutes les limitations dont on a pu parler. Comment caractériser et quantifier en 3D? Comment tirer le meilleur parti de l'expérience? Prendre une décision en toute confiance? Cela nécessite quelques points très importants. Tout d'abord, il faut une connaissance parfaite des systèmes d'imagerie, de leur bruit, de leur façon dont est construite l'image. Il faut des ressources importantes en informatique, puisque les volumes créés en imagerie 3D vont être énormes et les temps de calcul peuvent être très élevés si vous n'avez pas le bon matériel informatique. Et ensuite, il faut des méthodes de traitement d'image spécifiques. Il ne s'agit pas de faire du traitement d'image 2D multiplié par un nombre de couches. Il faut prendre l'information dans son ensemble pour vraiment en tirer le meilleur parti. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler plus précisément de la microscopie à feuille de lumière, des problèmes de transparisation, ou en tout cas le besoin de transparisation des objets, le principe de microscopie, assez rapidement toutefois, différentes options de matériel et la possibilité une étude comparative sur les caractéristiques des différents systèmes aujourd'hui. Deuxième point ensuite sera la quantification, rappel des points importants sur le système d'imagerie à bien connaître, comment choisir la résolution nécessaire à une bonne exploration et une bonne quantification, et enfin des grands principes sur les méthodes de traitement d'image, que ce soit en modélisation mathématique, en apprentissage ou en intelligence artificielle. Je tenais d'abord à remercier plusieurs compagnies qui nous ont permis aujourd'hui de présenter l'ensemble des images. Tout d'abord, Servier et Ipsen, avec des collaborations financées sur le cœur et les muscles, Diva sur les tissus adipeux et Neovirtex sur des infections virales. Premier point, la transparisation. Quels que soient les systèmes d'imagerie, on se heurte toujours à la même chose. Une énergie qui va rencontrer de la matière et qui va être dissipée lorsqu'on a des réfractions multiples dans les structures. À chaque changement de structure, il y a un phénomène de réfraction et une perte d'énergie. Et donc, pour nous, c'est une perte de lumière. La transparisation va permettre d'homogénéiser l'indice de réfraction de l'ensemble des structures d'un objet pour que la lumière traverse, dans l'idéal comme ceci, mais traverse en tout cas le mieux possible l'échantillon. Voici un exemple avant transparisation, ici un petit échantillon bioprinté, ici un lobe de poumon. Après inclusion dans une carotte d'agarose et transparisation, on s'aperçoit qu'il n'y a que l'objet en fin de compte disparaît à l'œil complètement. Pour vous montrer quelques exemples, ici une sorte de bestiaire avec du muscle, du diaphragme, du cerveau, du cœur, de la patte même, et avec des os, patte entière de souris. Et on s'aperçoit ici qu'il y a quand même quelques résidus en fonction des types d'objets. On n'a pas mis les meilleures transparisations, puisque de toute façon, ce sont des transparisations où l'objet disparaît entièrement. Mais ces phénomènes de résidus peuvent être faits à un reste de sang, ou là, dans l'os, une transparisation pas parfaite. Pour revenir encore une fois sur le principe de la microscopie à feuille de lumière, il s'agit donc d'un sectionnement optique. C'est une microscopie 3D en profondeur, avec une acquisition 3D rapide, puisque la caméra vient acquérir une image entière instantanément, donc tout le champ du laser instantanément. Il y a possibilité de faire de la rotation d'objets pour pouvoir faire du multivue et améliorer de façon très importante la qualité des images. Il y a un faible blanchiment puisque l'énergie est répartie sur l'ensemble de la feuille. Principalement, donc quasi tous les appareils aujourd'hui, c'est plutôt l'objet qui se déplace, même si
Pour certains systèmes, il y a une adaptation de la focalisation entre l'optique et la feuille laser. Mais principalement, c'est l'objet qui se déplace dans la feuille. Comment choisir son microscope? Plusieurs critères très importants. D'abord, le type d'objectif. Aujourd'hui, sur le marché, on trouve des objectifs à immersion avec un indice de réfraction unique entre l'objectif et l'objet, ou des objectifs à R avec évidemment ici, tout de suite, 2 indices de réfraction qui évidemment vont diminuer la qualité des images, mais qui vont faire gagner en temps d'acquisition et de préparation et de positionnement de l'échantillon dans le microscope. Deuxième point important, c'est le nombre de feuilles générées. Ici, un objectif et une feuille, donc on peut évidemment imaginer que de l'autre côté, l'éclairement sera moins bon. Donc, très attention, il faut faire très attention de choisir son microscope en fonction aussi des tailles d'objets que l'on veut. Une feuille suffit pour des petits objets, ne suffira pas pour des gros objets. On a aussi des systèmes donc avec double illumination, voire 2 caméras de chaque côté, et on a même des systèmes avec 3 illuminations de chaque côté pour réellement optimiser l'éclairement de l'objet et que l'acquisition se fasse, le Z4 se fasse en une seule fois, quelle que soit l'épaisseur ou le volume de l'objet. Dernier point, la facilité et l'adaptabilité du système. Il est très important d'évaluer comment on doit présenter les échantillons dans le microscope. Ça peut être plus ou moins compliqué. Il y a aussi des fois de la préparation à faire pour que l'objet puisse être fixé dans la cuve d'exploration. Et les vitesses d'acquisition qui sont évidemment conditionnées par la présence de systèmes calculatoires supplémentaires sur certains systèmes, principalement dans le déplacement de la feuille pour optimiser la focalisation. Je vais en reparler tout de suite. On avait décidé depuis un an de réfléchir justement à toutes ces caractéristiques en feuille de lumière et nous vous proposons une étude sur la qualité des acquisitions sur différents systèmes, différents principes, comme on l'a vu juste avant, avec des résolutions différentes, que ce soit en X, Y, en Z, et différentes vitesses d'acquisition. Pour cela, nous avons pris un échantillon commun et nous l'avons passé dans tous ces microscopes, 4 microscopes différents, avec des principes différents. Pour chaque échantillon, nous avons réaliser une mosaïque donc c'est un cœur entier, un ventricule gauche de cœur de rat, avec un marquage du réseau microvasculaire avec une lectine fluorescente. On vous présente aujourd'hui uniquement les résultats au 2X, mais nous avons fait aussi à différents grossissements pour voir jusqu'où ces systèmes pouvaient nous rendre service en termes de résolution. Voici les 4 systèmes avec leurs caractéristiques. 2 systèmes avec objectif à R, un avec simple illumination, l'autre avec double illumination, et 2 systèmes avec un objectif à immersion, pareil avec simple illumination ou double illumination. Des épaisseurs de feuilles très différentes, souvent beaucoup plus épaisses sur les systèmes à R que sur les systèmes à immersion. Et enfin, des temps d'acquisition aussi extrêmement différents, même si on a scanné les mêmes objets. Sur des grossissements et des champs de vue comme celui-ci, assez difficile de voir la différence en XY, sur en tout cas la partie éclairement. Il faut évidemment penser que quand il y a un seul système d'éclairement, de l'autre côté de l'échantillon, on aura un plus grand problème dans la diminution de l'éclairement. Si on veut voir la résolution, l'important quand on fait de la 3D, c'est d'aller voir l'information en Z. Et c'est là qu'on va voir apparaître des différences, surtout à cause de l'épaisseur de la feuille, avec des chandelles, avec des flous qui sont beaucoup moins présents lorsqu'on a des systèmes à immersion avec des épaisseurs de feuilles beaucoup plus fines. Il n'y a pas de mauvais système. Chaque système, je le rappelle, est adapté à des types d'échantillons. Et donc, il faut vraiment, quand on fait le choix de ce type d'appareil, bien comprendre le champ d'exploration que l'on veut, les types d'échantillons que on va avoir à traiter. Et évidemment, les systèmes les plus compliqués vont permettre de faire l'ensemble des échantillons que l'on veut explorer. Des applications sont extrêmement multiples. Ici, un exemple que l'on peut imager en 3 dimensions, quasiment tous les organes du petit animal, que ce soit la prostate, la vessie, le cerveau, les cœurs, avec ou non des marquages spécifiques. Ici, évidemment, du marquage du réseau vasculaire, mais sur l'œil, c'était de l'autofluorescence.
le marquage est évidemment prépondérant dans le traitement d'image et si l'on veut caractériser finement des phénomènes. Deuxième partie de l'exposé, la quantification. Quels sont les points à maîtriser? Petit rappel. Tout d'abord, les spécificités de la microscopie à feuille de lumière. Bien comprendre que la principale caractéristique, c'est l'épaisseur de la feuille. Cette épaisseur de la feuille va nous permettre d'avoir une information en Z plus ou moins homogène. Il y a aussi un problème, ou en tout cas une caractéristique fondamentale, c'est qu'une feuille n'est jamais plate. Elle est forcément focalisée à un endroit et que l'épaisseur de la feuille va changer en fonction du champ de vue. C'est une information très importante sur l'homogénéité, que les caractéristiques optiques et ensuite numériques de l'image vont changer en fonction de la position dans l'espace. On peut jouer sur l'épaisseur de cette feuille pour la rendre plus plate, mais à ce moment-là, on va l'épaissir et perdre en résolution. Certains systèmes peuvent modifier, focaliser à un endroit extrêmement fin et bouger cette feuille de façon très rapide pour que l'on ait une épaisseur à la fois fine et sur l'ensemble du champ. C'est ce qui peut aussi ralentir des acquisitions. Le choix du grandissement est donc fondamental et doit être calculé en fonction de l'épaisseur de la feuille. Il faut aussi choisir son grandissement en fonction de l'objet et des structures d'intérêt que l'on a envie de quantifier ou de visualiser. Il ne sert à rien de zoomer à l'extrême si l'objet que l'on veut détecter est de grande taille. Pour exemple, ici je prends une étude de jonction neuromusculaire réalisée avec Ipsen. C'est sur une imagerie 3D d'un muscle entier. On s'aperçoit ici sur cette simulation du champ exploré qu'à 1x, on va avoir un très grand volume. Si on passe à 5x, le volume sera beaucoup plus petit et à 10x, encore plus petit. Pour scanner un muscle en entier, forcément, on va avoir envie d'aller vers cette résolution-là, surtout que l'objet de l'étude étant le comptage des jonctions, on s'aperçoit qu'on arrive, même si c'est un peu flou, à compter ces jonctions et on le verra de façon automatisée. Évidemment, si on veut aller vers l'exploration ou la visualisation de chaque jonction, de sa forme et de ses caractéristiques morphologiques, il faudra aller vers un grossissement ici x 10x pour aller mesurer ou en tout cas déterminer des critères de forme sur ces jonctions et voir si elles sont en bon état, saines ou pathologiques ou abîmées. Si on imagine de faire cette étude de morphologie sur l'ensemble du muscle, il faudra 1000 fois plus d'acquisition que à 1x. Donc, bien réfléchir sur la crédibilité, en tout cas la robustesse de l'information que l'on cherche, et puis le prix final que cela va engendrer d'étudier un muscle entier, par exemple, sur cette résolution-là. Un exemple en vidéo de ce que l'on peut faire sur un muscle entier. Ici, il y avait, je crois, 6 blocs d'acquisition pour reconstituer un muscle entier. On voit apparaître les jonctions qui ont été segmentées de façon automatique par traitement d'image. On voit ces nappes qui apparaissent et qui sont caractéristiques de chaque muscle. Chaque muscle a sa forme de nappe de jonction et on va pouvoir comme ça illustrer et compter individuellement chaque jonction. Si l'on zoome et qu'on va vers la morphologie cette fois-ci, on peut avoir ce type d'image où le code couleur tient compte de la profondeur dans le Z, dans le stack, et puis chaque jonction va pouvoir être analysée en 3D avec des critères de forme qui seront déterminés en fonction des populations saines et des populations pathologiques. Je reprends l'exemple de la microvascularisation cardiaque pour aborder les premières notions de traitement d'image. Lorsque l'on a une image brute de ce style, on s'aperçoit qu'il y a des zones de flou, des zones plus contrastées que d'autres, des zones d'intensité lumineuse plus faible. Et pour obtenir une segmentation de l'information microvasculaire sur l'ensemble de l'image, et on l'imagine sur les 3D, il va falloir d'abord une phase de pré-traitement des données. Cette phase constitue la base de toute robustesse dans le traitement d'image. Il va falloir d'abord estimer et atténuer l'arrière-plan, qui n'est pas l'information que l'on recherche, réduire les bruits, réduire les flous.
pour enfin pouvoir, après cette segmentation, quantifier, segmenter et caractériser chaque vaisseau sanguin. Un algorithme de traitement d'image avancé doit prendre en compte plusieurs choses, surtout lorsque l'on parle de feuilles de lumière. C'est d'abord l'épaisseur de la feuille et ses variations en X, Y et en Z, les variations d'intensité de fluorescence dans les plans X, Y et Z, et les hétérogénéités de contraste et les présences de flou local qui viennent perturber souvent les segmentations d'objets. Si l'on fait attention à tout cela, on peut développer des processus complets, des pipelines qui vont de la partie marquage en fluorescence des objets, imagerie 3D, transparisation, et puis traitement d'image, pour arriver à une quantification complètement automatisée, ici sur un cœur entier, de la densité de micro-vaisseaux par zone d'intérêt. Sur ce scan de l'ensemble du cœur, on va pouvoir, comme ça, sur chaque bloc d'imagerie réalisé, avant le stitching, mesurer et quantifier une densité microvasculaire. Ici, deux informations, le volume utile mesuré et puis la densité. On s'aperçoit que sur l'ensemble du cœur, cette densité est assez homogène et elle permet de quantifier des états pathologiques cardiaques. Évidemment, en quelques chiffres, on s'aperçoit que pour réaliser ce type de quantification, il faut au moins 6 à 9 champs de vue pour un cœur de rat, 220 gigas de données brutes pour un seul canal de fluorescence, ce qui représente 70 milliards de voxels à traiter, et puis 10 à 15 heures de temps de calcul sans intervention humaine, donc en temps partagé. Mais si on a ces capacités-là, que ça soit matériel, de processus, de méthodologie et d'imagerie, on peut envisager des méthodes robustes, de l'analyse de cohortes de cœur de rat et des études précliniques sur grande échelle. En traitement d'image, on peut avoir 3 types de vocabulaire. D'abord, le vocabulaire du biologiste, ce qu'il voit. Le vocabulaire algorithmique, qu'est-ce que l'on veut quantifier et à quoi ça correspond en termes de formes géométriques. Et puis, ce que le traitement d'image va pouvoir faire de ces formes et de cette information ensuite fluorescente. Principalement, 4 types d'informations. D'abord, des informations type sphérique, rond, ovoïde, qui sont pour nous des objets définis dans l'espace de façon quasi circulaire. Et puis, qu'est-ce qu'on va en faire? De la détection, du comptage, de la morphologie, de la distribution d'informations d'intensité dans ces objets définis dans l'espace. On a aussi, ensuite des objets plus gros où on va avoir envie de déterminer des grands volumes, les calculer, avoir leur forme, étudier leurs variations et étudier la diffusion d'informations fluorescentes à travers ces volumes. Enfin, ensuite, on peut avoir des membranes. L'exemple type, c'est la peau, ici sur des modèles de peau reconstruite ou de la peau in vivo. Et cette fois-ci, l'intérêt va être de mesurer des parois, des membranes, segmenter ces couches et calculer pour chaque couche des caractéristiques texturales ou d'informations de fluorescence, encore une fois. Enfin, une information très caractéristique, c'est des réseaux filaires, des filaments, des réseaux, que ce soit le réseau vasculaire, mais aussi des réseaux de collagène qui peuvent être extrêmement intéressants à quantifier. Et là, on va avoir des densités, quand on veut avoir une information globale, ou plus fine, des diamètres, des longueurs de vaisseaux ou de fibres, l'analyse de l'orientation de ces fibres. Mais on peut avoir comme ça cette correspondance entre différents langages et pour arriver à obtenir et à comprendre ce que l'on a envie de quantifier. Les grands principes, 2 termes, vraiment deux expressions, c'est l'amélioration de l'image, ce qu'on appelle amélioration de l'image ou restauration d'image. C'est la phase de débruitage, de déconvolution, d'optimisation de la qualité qui permet, à partir d'une image brute ici, qui paraît saturée, d'aller chercher et de nettoyer tout ce qui n'est pas important dans l'image et qui vient perturber la lecture de cette image pour en faire une image tout à fait lisible de réplication ici virale. Ensuite, on a l'analyse d'image en général, qui est un mot extrêmement boîte noire, qui, pour nous, intègre le pipeline complet de traitement d'image, qui comprend la restauration, vu plus haut, la segmentation et la classification, pour enfin obtenir des mesures et des études fiables. Donc là, on va avoir, par exemple, sur cette image, l'image brute, l'image segmentée, l'image caractérisée et l'image quantifiée.
Une fois qu'on a ce vocabulaire en commun sur le type d'objet, sur ce qu'on appelle analyse d'image, voici plusieurs approches, principalement deux. Ici, l'analyse 3D de noyaux cellulaires dans un sphéroïde d'environ 500 microns de diamètre. On peut voir sur cette image en light sheet à une seule illumination et avec une feuille assez épaisse que la feuille de lumière permet de traverser un objet de 500 microns après transparisation. Si on regarde en Z, on s'aperçoit que malgré la feuille épaisse qui a été utilisée ici, on peut, à l'œil, segmenter ces objets. Et on peut avoir envie de les séparer réellement numériquement pour ensuite aller voir sur d'autres canaux, sur d'autres marquages de ces noyaux, quelle est leur situation, quel est leur état. Première approche, pour une fois qu'on a ces images brutes, c'est la modélisation mathématique des signaux, des méthodes classiques, on va dire entre guillemets, même si elles sont extrêmement performantes, de débruitage non local, de segmentation par watershed hybride raffiné, principalement des watersheds développés pour faire de la 3D. L'avantage, c'est qu'il y a peu de paramètres, qu'il n'y a pas ou peu d'apprentissage, que les modèles mathématiques sont parfaitement connus et leur comportement est parfaitement maîtrisé. L'inconvénient, c'est les temps de calcul en général très importants qui nécessitent d'avoir des machines tout à fait performantes, que ce soit sur des caractéristiques CPU ou GPU. L'autre méthode à la mode, c'est les méthodes par apprentissage ou deep learning, des réseaux de neurones convolutifs, avec comme caractéristique d'avoir énormément de paramètres, des phases d'apprentissage qui sont cruciales et qui peuvent être longues, des architectures de réseau qui sont complexes et qui sont dont le comportement est assez mal connu aujourd'hui. Les temps de calcul sont très longs au niveau de l'apprentissage, comme le disais, mais par contre, une fois que la base d'apprentissage est faite, les estimations sont extrêmement rapides. Et là, le calcul se fait essentiellement en GPU. Donc, on peut voir que sur la même information, on peut aller chercher des méthodes de traitement d'image tout à fait différents pour avoir un résultat identique. Autre exemple de quantification robuste, sur des images de tissus adipeux humains, donc assez volumineux, 20 mm3, 3 milliards de voxels après acquisition, sur un seul canal de fluorescence, avoir l'information, compter le nombre d'adipocytes de ce tissu, avoir une information de forme, de taille sur l'ensemble du tissu sans avoir à le couper physiquement. La difficulté technique, c'est celle-ci, c'est que déjà les contours des adipocytes à une intensité extrêmement variable. On voit ces phénomènes alors qu'on pense être du flou, mais qui n'en est pas. C'est en fait le haut de l'adipocyte qui vient dans le plan de l'image, et donc on ne voit pas un contour, mais plutôt une nappe que l'on peut voir évoluer quand on s'enfonce en 3 dimensions. Donc une grande difficulté technique avec une information extrêmement variable, que ça soit sur le haut des adipocytes ou le bas, on va dire, et puis les côtés, et essayer de développer un logiciel ou en tout cas des algorithmes qui tiennent compte de tout cela. On voit ici un résultat avec ces passages des zones entre guillemets floues qui sont parfaitement segmentées et reconnues. Et ensuite, l'intérêt d'avoir un tissu non coupé physiquement, c'est de pouvoir ensuite faire des études robustes sans détériorer l'objet. Ici, 8500 adipocytes détectés, avec à chaque fois son diamètre moyen et une distribution de l'ensemble de la population. Pour le fun, évidemment, on peut ensuite s'amuser à une fois cette segmentation adipocyte par adipocyte, leur affecter une couleur individuellement et de les voir dans les trois plans d'acquisition. Ici, c'est le plan d'acquisition plutôt, et puis des coupes transverses numériques. Et enfin, de les regarder en 3 dimensions et de s'apercevoir de la robustesse de la segmentation et de ce que l'on peut en tirer numériquement et dans des études précliniques ou là des études cliniques chez l'homme après traitement. Donc en conclusion,
plusieurs choses à retenir. Tout d'abord, qu'il faut systématiquement connaître à fond son système de microscopie, quel qu'il soit, pour pouvoir ensuite développer des algorithmes robustes de traitement d'image. L'important, c'est le dialogue entre les biologistes qui connaissent leurs objets biologiques, qui savent comment les cultiver ou les entretenir ou les maintenir en vie, qui savent les marquer, mais qui ont besoin du retour des ingénieurs en traitement d'image pour optimiser la façon dont ils font les images. Des images saturées ou mal faites ou mal maîtrisées conduiront à des ambiguïtés et des mauvais résultats quant aux algorithmes de traitement d'image. Ou alors, on ne pourra pas automatiser et donc ça leur reviendra soit trop cher, soit ça sera trop long, soit ça ne sera pas robuste. Donc, je tenais à remercier mon équipe qui m'a beaucoup aidé à préparer ce premier webinar et qui justement est composé de personnes très différentes, des experts que ce soit en biologie, en imagerie et en image processing. Si vous voulez nous contacter pour exprimer des besoins, pour en discuter, pour savoir s'il y a des solutions, n'hésitez pas. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention. Merci.